Revue française. Tu pourrais être un vendeur sur les la sauvette. sur les quais de Paris, tu sais. Oui, Franchement. voilà. En fait, je suis là, je suis bouquiniste. Là, Voilà, bouquiniste. sur le quai Voltaire. Je suis Exactement. venu avec quelques exemplaires, j'en ai beaucoup, vous savez. Ouais. Donc, vous êtes intéressé par quel genre de livre, en fait? Quel genre de livre? Oui, bah là, vous voyez, là, non, mais attendez, j'en ai plus là-bas. Si vous venez voir ma guitoune, Moi, je me consacre exclusivement au cinéma. Parce que moi, j'ai lu en termes de livres, je lis Ouri, qui est un livre magnifique de Kamel Daoud, traité d'islamophobe par une bande de crétins. Oui, non, mais ça, j'ai pas. Et j'aime beaucoup Dostoïevski. Ah non, mais nous, on fait pas les livres de poche, les choses comme ça, Cinéma, les Galimatias, tout ça. Non, nous, on fait que la revue. Et ben moi, en fait, revue. j'ai lu beaucoup de... Ça a été très important dans ma vie, la revue de cinéma, la revue critique notamment. Mais depuis quelques années, en fait, j'ai arrêté d'en lire, surtout depuis que j'en écris, en fait. Vous savez. Et vous? Comment vous êtes tombé dans la revue de cinéma? Je comprends. Non, mais enfin, trêve de plaisanterie, je ne suis pas du tout bouquiniste. Je suis moi aussi. Enfin, je commets quelques petits articles, voilà. Et en fait, j'ai le même problème que vous, bien qu'étant beaucoup plus vieux. Voilà. Alors, est-ce que je peux parler là d'abord voilà, allez-y. Étant donné que je suis le plus vieux, c'est pas une question de préséance, c'est une question que je rebondis sur ce que vous avez dit. Bien sûr. Alors, en fait, moi aussi, quand j'étais jeune, mais il y avait beaucoup moins à disposition de revues, hein, évidemment, il y avait les fameux cahiers, positifs aussi, et puis bon, Jeune Cinéma existe depuis les années 60, donc et il y avait une revue que j'achetais beaucoup, qui a changé de format. En fait, ça s'appelait Cinéma, quelque chose en fonction de l'année. Ça pouvait être Cinéma 71, 72, voilà, c'était soit cinéma plus l'année en cours, quoi, voilà. Et alors, je me souviens que j'étais jeune, je sortais de la fac, par exemple, et alors on s'achetait des revues, puis on les lisait dans un café, comme ici, on échangeait, À plusieurs. on parlait beaucoup de cinéma. On n'en faisait pas, on en voyait moins que de nos jours, mais on en parlait, puis on aimait lire, puis surtout, on lisait des revues, alors, bon, je vous parle pas de Cinémonde, moi j'ai pas connu vraiment, c'était les années 50-60, mais alors Cinémonde, c'était une revue qui faisait rêver sur le cinéma, voilà. Alors maintenant, depuis que j'écris, mais moi ça fait plus longtemps que vous que j'écris, effectivement, premièrement, je voulais pas être influencé. Pareil, moi c'est pareil. Et deuxièmement, je dis pas que ce que j'écris c'est mieux, mais je suis souvent déçu, quoi, voilà. Parce que je lis, parce que... J'avais écrit une critique, je ne sais plus de quel film, puis j'avais lu une critique, je crois, c'était dans les cahiers du cinéma, ou qui disait à peu près l'inverse de ce que je disais. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'ils disent ça. Ça m'avait profondément énervé pendant 24 heures, mais c'est pas possible. Voilà, à partir du moment où on écrit sur des films, on n'a plus le même rapport avec les écrits des autres, je trouve. Moi, ça m'a fait la même chose pour Parthénope. Je lis des articles, mais dithyrambiques. Dithyrambiques, alors que ce film, je suis resté, il dure 2 heures, mettons, hein, et ça m'a paru une éternité. Et j'ai dit, bon, il faut que j'aille jusqu'au bout, parce que je peux pas me faire une idée de ce film sans aller jusqu'à mot fin. Oui. Mais c'était un calvaire. Toutes les 10 minutes, je disais, bon, ça y est, je pars. Mais c'est plein de poncifs. Je me demande, qu'est-ce qu'on peut sauver de ce film? D'ailleurs, c'est notre prochaine controverse et j'espère que tu vas l'aimer. Je vais le voir, je vais le regarder. J'ai jamais vu un Sorrentino. Bon, alors, on téléphonera. Alors, faut voir les autres. Parce qu'en fait, il y a une espèce de... pas tous, quand même, il en a fait 8, je crois, des longs métrages. Mais il faudrait que tu vois au moins La Grande Bellezza, qui est tout pompé sur Fellini, que tu vois aussi, alors, Yaus, sur la vieillesse. Et il y a aussi sur, comment il s'appelle, sur celui qui a fait Le Cavaliere. Il Divo, oui. Il Divo. Encore celui-ci, c'est pas du tout dans la même veine. Moi, ce que je n'aime pas chez lui, ce que j'appelle des films chichiteux, de pacotille. Alors, la fille va à la fenêtre, par exemple. Alors, évidemment, c'est dans le plus grand hôtel de Capri, avec une baie énorme. Genre, elle va à la fenêtre, à la sa nuisette, avec des voiles qui volent de tous les côtés. Cliché, gravure de mode. Et là, les jeunes garçons qui jouent là-dedans,
on a l'impression qu'ils sont chez Hugo Boss. Alors il y en a un, il a pas de chemise, alors il montre son beau torse, mais comme personne ne les dirige, on a balance là, allez, toi tu joues le frère, toi tu joues le chef de la mafia, toi tu joues je sais pas quoi, parce qu'évidemment ça se passe à Naples et à Capri. Alors évidemment, il y a la mafia, il y a l'église, il y a Fellini, enfin voilà. Bon, on n'est pas là pour parler de part et d'autre. Mais quand je lis, je fais pareil que toi. Je me dis, oh putain, mais ils n'ont pas compris que j'aime pas ce film. Alors moi, ce que j'aime, pourquoi ils me provoquent? C'est même pas ça. En fait, c'est même pas ça. C'est que aussi parfois on a la sensation. C'est pas le fait que des fois on peut lire, ne pas aimer un film, mais comprendre pourquoi on n'aime pas un film, ou inversement, pourquoi est-ce que la personne a aimé ce film. J'ai envie de dire. Mais des fois, parfois, on ne comprend pas. Le côté... Leurs arguments. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose. C'est mon rapport avec la critique de manière plus générale, un peu comme tu as fait. Moi, en fait, mes parents lisaient Studio, mais l'ancien Studio, celui des années 90. Je connais. Et donc, moi, au début, quand je ne savais pas lire, je regardais... il n'existe plus. Plus vraiment. Non. Alors, en fait, je regardais les images. Et puis après, je me suis mis à lire les critiques de cinéma. Puis après, j'ai un peu abandonné Studio. Après, au niveau de mon adolescence, quand j'ai commencé à vouloir faire des études de cinéma, ma mère m'a acheté les cahiers du cinéma. Et donc, je me suis mis à beaucoup lire les cahiers du cinéma. Au début, je comprenais pas une phrase sur 3, en fait, dans les cahiers du cinéma. Mais il y a une chose que je ressentais, c'est qu'ils avaient une manière d'aimer le cinéma que j'appréciais. Un peu élitiste et un peu péremptoire. Certes, quand même, hein. mais à l'époque, je sentais que ça leur donnait un cadre de compréhension du monde, ça leur donnait, ils atteignaient un certain plaisir que je pensais pouvoir atteindre en étudiant le cinéma et en faisant bien un peu leur manière de voir le cinéma. Donc, je me suis mis à suivre avec assiduité les cahiers du cinéma quand je suis arrivé à Paris en 2011. Ça a contribué à ma formation culturelle, même si, vers 2015, c'est là, à mesure que je commençais à voir les films, que j'avais des cours, que j'ai commencé à avoir des dissensions petit à petit. Par exemple, je me rappelle d'un film qu'ils avaient complètement encensé. Alors, je sais plus, The Smell of Us. Alors, je sais plus le nom de cet auteur qui avait fait Gummo. Et en fait, il avait complètement encensé. Mais j'avais vu ce film, je me suis dit non, c'est pas possible, quoi. Enfin, pour moi, c'était pas possible. On pouvait trouver à aimer dans ce film, mais pas en faire un superbe chef-d'œuvre. Et c'est là que petit à petit, moi, je me suis mis à me distancer, tout en étant attaché, en fait, émotionnellement au cahier du cinéma. Puis après, j'ai continué la fac. Je me suis mis à lire de plus en plus positif aussi. Qui avait une autre approche, une approche plus scientifique, je dirais, dans l'analyse qu'il faisait des films. Quelque chose comme ça. Un peu moins politique des cahiers du cinéma. Puis après, il y a eu quelque chose qui s'est passé aux alentours, vers les années Covid, je trouve vraiment, où toutes les critiques, pas tous les critiques de cinéma, mais toutes les revues se sont mis un peu, je dirais, à se politiser, à s'idéologiser plus franchement, je crois. En tout cas, l'époque des cahiers où ils étaient maoïstes. Oui, non, mais là, on parle des années 70. Pas du Covid, hein. Oui, on parle des années 70. Moi, dans ma naïveté, oui, moi, mais c'est vrai que des années 2000. Tu es très jeune. Des années 2000. Oui. Et en fait, ils sont peut-être retournés là-dedans. Et c'est là où moi, j'ai mis une certaine distance tout en pratiquant de plus en plus de la critique. Et en fait, il y a certaines revues qui peut-être sont politisées, mais qui me laissent faire mes critiques en toute liberté. Voilà. Alors là, oui, je sais pas quel est le film dont tu parlais. Là, il n'y a pas le positif de Mars, dommage, mais ils ont fait leur une sur un film que j'ai vu, La soirée positive, où ils l'ont présenté. Il s'agit de ce film chinois qui s'appelle Black Dog, oui. Que je trouve qu'il pourrait être un court-métrage. L'idée de départ est très bonne. C'est un film qui se tire dans le temps, qui est une boursouflure, je vois pas. Alors, là aussi, ça me gêne. Je me dis, alors, soit je suis un imbécile, je comprends rien au cinéma. Pourquoi on fait la couverture avec ce film? J'ai pas dit que c'était un film nul et sans intérêt. Attention. Mais qu'il avait ses défauts, disons. Ben, il a plus que des défauts. Je trouve que c'est du cinéma qui est vain. Parce que nous dire que, alors est-ce que c'est une allégorie sur le fait que la Chine va mal, qu'elle est au bord du gouffre, alors que c'est pas vrai du tout, de toute façon. Mais, et ces chiens, qu'est-ce qu'ils représentent? Je sais pas, on ferait un 52 minutes pour la télé, ça serait mieux. Parce qu'en fait, il y aurait des spécialistes qui nous diraient, oui, ces chiens, ils ont été abandonnés, donc, ils ont, alors, c'est une métaphore de la population. Alors, est-ce que c'est une métaphore? Est-ce que c'est la réalité? Au départ, il est parti de là. Il est resté confiné pendant le Covid avec son chien. Il a eu l'idée de ce scénario. Mais au départ, ça aurait dû être un court-métrage de 17 minutes. Là, il t'en fait un long, très long de 2h10, je crois.
On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, ces chiens-là, d'où ils sortent, on ne sait pas. Bon, c'est vrai que c'est surréaliste, mais le surréalisme, un chien andalou, ça dure même pas 20 minutes. Oui, c'est ça. Si ça durait 2h15, non. Je dirais non, ça suffit, basta. Tu vois duquel je parle. L'âge d'or. Merci, Laurent. Mais non. Je sais pas d'où j'ai tiré le reflet dans un œil d'or. Je crois que c'est un James Bond. Moi, je ne sais plus. Ça me rassure. Ça me rassure parce que aussi, des fois, je confonds les... Oui, enfin, l'âge d'or. Oui, mais l'âge d'or, c'était encore plus... Il était plus long, effectivement. Et puis, tu as aussi... L'Ange Exterminateur. Oui, bien sûr. Alors, on va pas citer c'est autre chose. Ça, c'est Buñuel. C'est un grand cinéaste. Mais on va laisser après. Alors, en fait, on est convoqué pour parler non pas de cinéma, mais des revues. Alors, pour ma part, en fait, moi, en tant que critique, je trouve que aujourd'hui, on parle souvent à quoi ça sert la critique, puisqu'il y a Internet, tout le monde est critique de cinéma et ainsi de suite. Moi, je dis pourquoi est-ce que je fais ça. Moi, je suis un espèce de vulgarisateur, on va dire. J'ai une connaissance assez conséquente par rapport à l'histoire du cinéma, par rapport à la diversité des œuvres. Et donc, mon boulot, c'est un peu, je pense, de comprendre ce qu'a voulu dire le réalisateur. Est-ce qu'il a réussi dans ce qu'il a voulu dire? Et quel est l'intérêt que l'on peut trouver à ça, en fait? Et en fait, c'est de donner envie aux gens, même quand la critique est négative, je dirais, d'aller voir le film. C'est un peu ça, mon boulot. De voir qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce film, et selon moi, bien sûr, et en quoi c'est gratifiant de le voir. Je sais pas ce que tu penses, toi, de ça. En fait, je ne sais pas ce que c'est que la critique de cinéma, à vrai dire, tout comme je ne sais pas ce que c'est que la critique littéraire ou critique théâtrale. Bon, alors, il se trouve que... Et tu es critique. Oui, mais bon, je fais de la critique. Je ne sais pas si je suis critique, mais en fait, bon, au départ, disons qu'on va partir des quotidiens. Les quotidiens, ils avaient leur page culture. Alors, évidemment, il y a une pièce avec Sarah Bernard, par exemple. Je te parle du 19e siècle. Donc, il y a des critiques théâtraux qui vont écrire qu'elle était géniale ou qu'elle était nulle ou ceci. Après, la littérature. Tartampion a lu le dernier livre de Marcel Proust. Il dit, il y a rien à en tirer. Voilà. Donc, c'est né comme ça, la critique, je pense. Oui, à peu près, oui. Et je pense que la critique de cinéma, elle est née... Elle a précédé la nouvelle vague. Et pourquoi ? Parce que tous ces critiques-là sont devenus après des grands, comme Chabrol, comme Godard, comme Truffaut, sont devenus des réalisateurs qui avaient en ligne de mire le cinéma de papa. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? À part Godard, bien sûr, ils ont un peu fait la même chose. Si on prend, par exemple, sans rentrer dans le dernier métro de Truffaut, c'est un peu c'est dans des décors, il y a rien de réaliste. Ça fait penser à Autant Lara un petit peu que Truffaut détestait. Oui, voilà. C'était cordial. Non, il les a pas tous détestés. Je vais écrire un livre là sur la traversée de Paris. C'est le seul qui trouve grâce à ses yeux. Je crois qu'il y a celui aussi qu'il a fait, que Autant Lara a fait avec Gabin et Brigitte Bardot, qu'il avait apprécié. Ah bon, alors, non, je ne sais plus le titre. Il avait apprécié. Je crois. Sur la justice, là. Oui, c'est ça. Oui. Sa noirceur ou le fait qu'il emploie... Mais en fait, ce Truffaut, quand il a réalisé son premier court-métrage, qui s'appelait Les Mistons, il était encore critique de cinéma. Oui, il l'a fait grâce à La pluie de Gérard Blain, de Bernadette Lafont, dont le papa était pharmacien à Nîmes, etc. Et il était très, très attendu au virage. Oui, bien sûr. Parce qu'il nous livre un court-métrage quand même assez long, je crois qu'il fait 17 minutes, et tout le monde lui disait, on va chercher les défauts. C'est sûr qu'il y en a, si on les cherche, on les trouve. Hein. Bien sûr qu'il y en a, toujours. Mais je comprends pas pourquoi ce court-métrage a pu l'encourager après à faire cette carrière, les 400 coups. 400 coups, c'est un film formidable, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a quand même des mystères. Oui. Mais moi, je pense que par rapport aux Mistons, etc., c'était important de faire des courts-métrages pour avoir sa carte de réalisateur, si j'ai bonne mémoire. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas tourner. Enfin, c'était régulé, c'était beaucoup plus régulé que maintenant. Maintenant, avec le numérique, c'est complètement dérégulé. Oui, mais quand même, il faut que tu aies un visa si tu veux présenter ton court-métrage à un festival. Mais ça n'est pas le même. Arriver avec ça sous le bras. Mais ça n'est pas du tout la même chose qu'à l'époque. À l'époque, pour avoir une caméra, il fallait peut-être déjà avoir une équipe, un chef opérateur, un preneur de son. Mais je crois que maintenant aussi, non. Parce qu'on va te demander pas si tu les as. Pas en France. Pas en France. En France, en fait, le système, ça, c'est justement suite à la nouvelle vague que ça a évolué.
c'est beaucoup plus permissif pour être crédité en tant que réalisateur et diffuser son film. Je sais pas. Je voudrais... parce que moi, en fait, j'en ai fait quelques-uns, dont un avec cette personne qui nous filme, là. Et j'ai essayé de le présenter dans des festivals. Mais c'est tellement casse-tête. Combien a été payé le chef opérateur, tout ça. Donc, il reste encore. Oui, selon les festivals. Moi, alors, tout ce qui est bureaucratie, je laisse tomber. Ça m'intéresse pas. Ça me donne mal à la tête. Mais il y a quand même des barèmes à respecter. Bien sûr. Mais pour rebondir par rapport à ce que tu disais sur les critiques qui deviennent réalisateurs, en fait, c'était déjà le cas avant. Comment il s'appelle? Le réalisateur qui a fait J'ai un énorme trou. Là, voilà. Je voulais parler de Marcel Carné. Oui, mais c'est un des plus grands cinéastes des années 30. Donc, il était critique au départ. Ça, je ne savais pas. Il a commencé sa carrière comme... Donc, je ne pouvais pas te souffler. Il a commencé comme critique de cinéma. Il a écrit des critiques de cinéma. Il y a une dizaine d'années, il y a eu un livre qui a publié justement ses critiques. Et en fait, il y a un livre qui a publié ses critiques il y a de ça une dizaine d'années. Et on sent dans sa manière d'écrire, ou même de porter au pinacle certains réalisateurs, on sent l'attitude qu'il y allait y avoir des années plus tard de la nouvelle vague. Déjà, même si on parlait pas, on sent qu'il y a le cinéma d'auteur qui est déjà là. On sent déjà dans la fin des années 20 que l'idée que l'auteur du film, c'est cinéaste est déjà là. En fait, par rapport à cette idée, la critique est importante dans les années 50 pour réintroduire l'idée que le cinéaste, pour réintroduire une certaine idée du cinéma, du rapport au cinéma dans la société qui avait muté, notamment à la fin des années 40, à la fin des années 30, mais qui avait déjà été là. Mais en fait, c'était une idée qui était déjà relativement ancienne. Je ne sais plus je crois que c'était quel cinéaste russe, qui avait dit en fait que la modernité, c'est le classicisme qu'on a oublié quelque part. Et en fait, l'idée qu'on associe en fait l'idée de l'auteur de cinéma à la nouvelle vague, c'est-à-dire que c'est que c'est la critique qui a fait la nouvelle vague, qui a amené cette idée d'auteur-réalisateur. En fait, on le doit surtout aux Américains, qui par la suite ont complètement associé le modernisme cinématographique ou la nouveauté du modernisme cinématographique et de la critique à la critique française des années 50, en réalité, c'est les Américains qui l'ont découvert, on va dire, beaucoup par ça, qui ont attaché cette image à la critique cinématographique française d'après-guerre. Mais en réalité, c'est une critique plus ancienne. Même s'il est vrai que la critique de cinéma a contribué à un renouvellement du rapport au cinéma, mais c'est plus un renouvellement qu'une révolution, je pense. D'accord, là, c'est pas que je m'ennuie, je lis pas pendant ce temps, je cherche quelque chose pour parler concrètement, parce qu'en fait, on doit parler des revues, mais là, on parle de la critique. Oui, pour parler des revues, c'est important de parler des critiques. Mais oui et non, parce que, alors en fait, il y a une chose que je me demande, moi, c'est qu'il y a quand même des critiques vedettes. Récemment, nous a quitté Michel Simon, qui était directeur de Positif. C'était un des derniers monstres de la critique, d'ailleurs. En tout cas, il était un des plus connus. Il était jeune quand il y avait Truffaut et compagnie. Il avait 18 ans, je pense. Oui, après, non, mais bon, je veux pas citer des anecdotes sur Michel Simon, mais mettons. Bon, maintenant, moi, je n'écoute jamais, par exemple, Le Masque et la Plume, mais je sais qu'au Masque et la Plume, il y a Xavier Le Herpeur, comme à l'époque de Jean-Louis Bory, où il y avait Jean-Louis Bory qui était toujours de gauche, et l'autre, Charansol, qui était toujours de droite. Ça faisait un peu spectacle de guignol. Et qui détestait certains noms. Je crois que c'est Bory qui détestait Godard de manière viscérale, il me semble. Non, ça devait être Charansol. Ou Charansol. En tout cas, l'un des deux avait exécré Godard. Le problème, il n'est pas là que quoi que ce soit. Simplement, pourquoi y a-t-il des critiques vedettes comme ça? Pourquoi eux auraient-ils une sorte de parole divine que si monsieur XYZ vous dit à la télévision ou à la radio, allez voir Parthénope, ou Télérama, tiens, Télérama étant pas un magazine de cinéma, mais il a des pages cinéma. Très connu. Comment on peut expliquer que ces gens-là vont être finalement plus importants que quelqu'un qui écrit, par exemple, dans Trois Couleurs ou dans Jeune Cinéma, pour ne citer que cette revue qui est excellente. On écrit tous les deux. Pourquoi? Moi, j'ai la réponse. C'est une question, une fausse question, en fait. Alors, pour moi, avant que tu donnes ta réponse, voilà mon opinion. C'est que la critique, c'est aussi de l'écrit. Moi, si je fais de la critique, c'est aussi parce que j'aime écrire.
Mais Michel Simard, il écrivait aussi. Oui, non, mais attends, laisse-moi développer jusqu'à la fin. C'est que j'aime écrire sur le cinéma, mais j'aime aussi l'activité d'écrire, tout simplement. Il y en a qui écrivent mieux. Je n'ai pas la prétention d'écrire bien, mais il y en a qui écrivent. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a certains critiques qui comptent plus que d'autres. C'est que la manière dont ils écrivent, en fait, comme il y a des romans qui comptent plus que d'autres parce qu'ils sont bien écrits, tout simplement. Et que ces critiques, comme ils écrivaient bien, eh ben, on les suit plus. Ils ont plus de charme, en fait, par rapport à la forme qu'ils donnent à leur ça, pensée. C'est pas mon interprétation. Mon interprétation, c'est parce qu'ils passent dans les médias mainstream, voilà. Ils passent à la télévision, ils passent à la radio, donc ils ont plus, au niveau de la communication, c'est plus répercuté. Et du coup, les gens vont dire, tiens, il y a Michel Simard ou un tel qui a parlé, je vais acheter sa revue positive. Tu crois pas que c'est au mérite qu'ils sont dans les médias? Ils sont pas pour rien dans les médias. Mais je veux dire que le fait d'être dans les médias fait que ta parole est plus entendue. Oui, je ne dis pas qu'elle est plus écoutée, mais elle est plus entendue. Voilà. Oui. Alors, quant aux revues, parce que moi, j'ai une obsession, on doit parler des revues. Alors, prenons un exemple là. Tiens, j'ouvre au hasard Première. Oui. C'est évidemment pas ce que tu lis tous les... Plus maintenant. Je l'ai lu un tout petit peu à un moment. Mais on va décortiquer. Alors, Première, toi qui le lisais, moi qui le lis pas vraiment, mais bon, je sais ce que c'est. Comment tu définirais cette revue? Plutôt grand public, plutôt cinéma grand public, je dirais. Oui. Ouvert sur les films de genre, je dirais, comme on le conçoit à Hollywood ou dans le cinéma français tout public. Voilà, d'accord. Attention, dans ma bouche, c'est pas une insulte, c'est pas du mépris, c'est juste ce que c'est tout. C'est important d'avoir. C'est le cinéma du milieu, comme disait Pascal Ferrand. D'accord. Bon, alors, moi je suis assez d'accord. Donc, à l'époque, il y avait le concurrent dont tu as parlé, c'était Studio. Oui. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il fallait qu'il y en ait un qui disparaisse parce que c'est un Première à gagner. Oui, voilà, il a gagné peut-être parce que ça appartient à un groupe, je sais pas lequel, moi, Philippe Aki ou je sais pas quoi. Bon, donc il doit y avoir une raison financière. Enfin bref, ils ont gagné, mais je veux dire que celui qui est étudiant à la Sorbonne, en cinéma ou à Paris 8, ça va pas être son magazine. Non, son magazine, ça va être les cahiers du cinéma. Les cahiers du cinéma ou positif. Alors, s'il est à Paris 1, ça sera positif. Oui. S'il est à Paris 8, ça sera les cahiers du cinéma. Ça sera les cahiers, voilà. Bon. Et après, entre les deux, qu'est-ce qu'on case? Alors, il y a Télérama qui, lui, est plutôt grand public aussi. En fait, c'est même plus que grand public. C'est-à-dire, Télérama, c'est aussi pour des gens... Comment dire? Il me semble. Enfin, Première, c'est des gens qui s'intéressent au cinéma, mais pas forcément d'une manière spécialisée. C'est ceux qui. Il faut voir ce qu'ils ont mis en ligne. Non, mais ce que je veux dire, c'est ceux qui aiment le cinéma, qui se disent cinéphiles. Tandis que Télérama, c'est pas forcément un magazine pour les cinéphiles. Non, mais il y a du cinéma dedans. Voilà. C'est une expertise de cinéma pour ceux qui ne considèrent pas forcément comme cinéphiles, je dirais. Sauf que ils ont quand même un mini festival qui s'appelle Les films aimés par Télérama, où ils reprennent les films que vous avez ratés l'année précédente. Effectivement, oui. Et donc, ils ont quand même un énorme pouvoir. Ils ont quand même des gens comme Pierre Murat, Odissino, des grands qui sont aussi au Masque et la Plume. Mais s'ils ont un pouvoir, justement... Ils sont quand même dans la case culture et cinéma. Ils sont très importants au niveau de la critique de cinéma. S'ils sont importants, justement, c'est parce qu'ils touchent un public qui n'est pas spécifiquement cinéphile. Parce que Mais qu'est-ce que c'est qu'un cinéphile? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va voir occasionnellement du cinéma, par exemple, je pense. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui quoi qu'il arrive, ne va pas forcément au cinéma, mais il va tout de même, mais il a besoin d'être orienté, je dirais. Tu vois? Moi, je sais pas, je dirais que c'est ça, Télérama. J'ai des tas d'amis, moi, qui font rien sans Télérama. Alors, Télérama leur dit d'aller voir tel film, ils y vont. D'aller voir telle expo, ils y vont. D'aller voir écouter tel concert. Enfin, ils font ce que Télérama leur dit. Alors que c'est pas le cas, par exemple, pour Positif au niveau du cinéma. Non. C'est pas. Et Première, n'en parlons pas. Mais parce que les lecteurs de Positif, des cahiers du cinéma ou de Première, c'est déjà des lecteurs qui, de toute manière, iront voir les films, qu'ils les aiment ou qu'ils ne les aiment pas. Mais moi, je pense que Télérama a un côté quand même assez doctrinaire, un peu comme les cahiers du cinéma. C'est-à-dire, il y a le bon et le mauvais. Oui, c'est doctrinaire. Et quand ils arrivent à avoir un problème avec un film, comme par exemple, on va encore reprendre Parthénope, et ils ont fait le pour et le contre. Ils ont deux journalistes qui s'expriment là-dessus. Ils le font occasionnellement, oui. Ça veut dire qu'ils peuvent pas trop s'exprimer. Mais en fait, une revue, elle a normalement un conseil de rédaction qui décide, un comité, de rédaction, qui décide, par exemple, de quel film, par exemple, à Positif, par exemple, pour le film
Black Dog, ils ont dû se réunir et se concerter sur le film vedette. Oui, sans doute. Oui. Voilà. Je sais pas. En fait, je pense que pose, c'est la question de la ligne éditoriale de la revue. Ben oui, tout à fait. Parce que c'est à qui est destinée, la ligne éditoriale est en partie destinée, enfin, est en partie régulée par le public que la revue cherche à toucher, je pense. Et donc, ça doit déterminer en partie les raisons qui fait qu'on encense ou pas un film, ce qui pose la question de l'objectivité de l'intérêt d'un film. De l'intégrité aussi d'un critique de l'intégrité. Est-ce qu'ils aiment véritablement les films qu'ils critiquent, ou est-ce qu'ils estiment que parce que ce film correspond à l'attente de leur public ou doit correspondre à l'attente du public qu'ils visent, ils vont l'encenser ou le démolir? Tu vois? Je pense que vis-à-vis de Télérama, Positif, Cahiers du cinéma et autres, les revues en général, c'est en partie déterminant de la lumière qu'ils mettent sur les films, en fait, je pense. Et comme aujourd'hui, une partie conséquente des critiques qui sont publiées appartiennent à un milieu quand même assez fermé et assez, disons, ça boucle sur l'idéologie, enfin sur le rapport à l'idéologie, à la politisation, comme, même s'ils se détestent les uns des autres, c'est peu de dire entre les cahiers positifs et ainsi de suite, comme il y a beaucoup de politisation, il y a une certaine uniformisation, je pense, des lignes éditoriales ou de l'attrait qu'ils portent à certains films, tu vois, qui est assez néfaste. Après, tu parles de ligne éditoriale, il y a aussi le fait que les journaux, ils ont pour la plupart, ça par exemple, c'est-à-dire de la publicité. Oui, ils appartiennent à des grands groupes comme Télérama. Chez Positif, c'est à la fois Lumière et puis je sais plus si c'est toujours la maison d'édition arlésienne. Ils sont pas rémunérés. D'ailleurs, la question de la rémunération. Le journal gratuit là, de Marin Carmis, c'est plein de pubs. Donc, est-ce que quand on voit ça, on se dit, oui, et Télérama, n'en parlons pas, mais à l'époque, tiens, par exemple, je lisais le Nouvel Observateur qui est devenu l'Obs, mais vu le nombre de pages publicitaires qu'il y a, plus des publicités pour des villas qui se vendent à pas moins de 300 millions, quel est l'intérêt on se dit, mais où est-ce qu'on est? Ils vont te faire, par exemple, encenser un film qui va parler des migrants, mais tu te dis, où est la sincérité là derrière? Oui, ça bouge sur la politique. D'accord. Mais je pense que ce dont tu parles, les pubs, ça pose la question aussi de la rémunération. À partir du moment où on est rémunéré par une revue, ce qui est bien quand même de pouvoir vivre de la critique, même si aujourd'hui, en tant que critique, on ne vit pas de la critique ou très rarement, ou c'est très particulier. Peut-être à Première, ils sont payés. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être un peu au Cahier. Positif, ils sont pas payés. Trois couleurs, ils sont pas payés. Alors, je vous parle pas de celle-ci, dont on n'a pas encore parlé, qui s'appelle Jeune Cinéma, qui existe depuis la création. Moi, je suis très heureux d'y contribuer. Voilà, de Jean Vigo, et qui n'a aucune publicité. Donc, lui ne vit que de la passion aussi des donc eux, c'est normal qu'ils ne payent pas leur rédacteur. Mais en fait, tout a un prix. Oui, tout a un prix. Voilà, tout a un prix. La liberté, elle a un prix. C'est d'accord. Ça. Voilà, on est bien d'accord là-dessus. Mais ça pose la question aussi par rapport à la ligne éditoriale, de la rémunération, d'où écrire, parce que Internet a beaucoup chamboulé les choses. À un moment, il y a eu beaucoup de diminution du nombre de revues papier, mais aussi via Internet, il y a une augmentation des blogs, il y a une augmentation des gens qui écrivent sur le cinéma. En fait, c'est un milieu assez à la fois. En fait, quelque part, c'est à la fois un milieu très restreint, le milieu de la revue, c'est-à-dire tout le monde se connaît, écrit plus ou moins dans diverses revues, mais aussi très dilué, parce qu'il y a beaucoup de sites, beaucoup de pages consacrées au cinéma. À la différence d'avant, d'il y a, mettons, 50, 60 ans, où le milieu de la critique était un petit milieu, mais si on voulait lire de la critique, il fallait acheter 3, 4 revues. Tu vois où je veux en venir. Alors que maintenant, on peut lire de la critique dans de multiples journaux ou sur de multiples sites, avec des gens qui écrivent à la fois dans ces journaux, mais aussi sur ces sites, sans que ce soit dit. Tu vois, en fait, il y a une espèce, c'est à la fois un milieu très fermé, mais aussi très large, très opaque et très clair. Et du coup, c'est assez perturbant, je trouve, pour comprendre l'identité des critiques aujourd'hui, des revues des critiques.
Tu vois où je veux en venir? Tu vois oui, c'est un peu le cas de Jeune Cinéma, parce que c'est une revue qui paraît à peu près tous les 2 mois, si je comprends bien, et dont les articles qui collent à l'actualité ne peuvent pas être imprimés sur la revue papier. Donc du coup, il y a le site, et ces articles-là, qui est tout comme tous les autres, le mercredi, il y a quelques films qui sont analysés sur le site, et non pas... Alors on arrive à une dichotomie. Les gens, peut-être, j'en sais rien, se disent, mais en fait, alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux le lire en ligne, parce que ça se collera plus à l'actualité, ou est-ce qu'il vaut mieux le lire en version papier? C'est ça, en fait, que tu veux dire, si je comprends bien. Oui. On n'arrive plus à savoir, en fait, parce que, quand même, dans l'esprit des gens un petit peu old style, comme moi, on a toujours tendance à dire que quand c'est sur du papier, c'est meilleur. Alors c'est peut-être pas vrai. C'est plus plaisant, en tout cas. Personnellement, j'aime bien tenir une revue papier et un livre, un vrai livre, plutôt que de le voir sur Internet. Après, il y a aussi le fait que quelquefois, moi, je lis c'est pas vraiment des critiques, c'est des gens, comment dire, lambda qui donnent leur avis et qui font des fautes d'orthographe. Ça, c'est gênant. Mais là, dans des revues, même comme dans Première, on voit rarement des fautes. Enfin, c'est quand même assez... Oui, ça arrive partout. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas, il n'y a pas une faute à chaque mot. Oui, parce qu'il y a un vrai relecteur, ce sont de vrais... Bon, je sais pas s'il y a des relecteurs, mais bon, il y a comment dire, forme de travail bien fait, quoi. Voilà, mais aussi... Combien ça coûte, ça, d'ailleurs? Ça vaut quand même 5,90 €. 5,60 €. Avant, ça valait 15 francs. Oui. Et positif. Et moi, ce que je voulais dire aussi maintenant, par rapport... ça vaut 12 €. C'est qu'il y a un côté, en fait, c'est assez particulier, c'est qu'il y a une sensation de fermeture, en fait. Ce sont des critiques qui, de manière générale, quand on travaille pour des revues qui se veulent ouvertes, si tu veux, mais qui correspondent aussi à un certain type de lecteurs. Ce qui fait que c'est ouvert, mais quand même communautariste ou communautarisé. Tu vois, et c'est là, il y a une ambiguïté, quelque chose qui ne se dit pas, et qui en fait, et qui a quelque chose de troublant. C'est que on veut donner une critiquer un film envers des lecteurs pour les amener à s'ouvrir, mais par le biais d'une ligne éditoriale, donc par rapport à une restriction de ce qu'est la réalité, ou une certaine vision de la réalité. Donc c'est pas si ouvert que ça, tu vois. Et c'est ça qui est complexe, je trouve, avec avec l'idée des revues de cinéma, de manière générale, tu vois. Tu vois, c'est ce jeu entre ouverture et fermeture. C'est une ouverture selon un point de vue. Oui, en fait, on se demande à quoi ça sert, quoi. Oui, peut-être un petit peu. La critique de cinéma, en fait. Parce que alors il y a après, alors moi je sais pourquoi est-ce que j'écris de la critique de cinéma, c'est parce que moi, à un moment dans ma vie, j'ai eu une période quand même dure, assez sombre, où j'avais de la violence en moi, et le fait de me plonger dans la critique de cinéma, ça m'a ouvert à l'art cinématographique. J'ai pas peur d'employer le mot, quoi. Pas forcément un cinéma tout public. Et du coup, ça m'a calmé, ça m'a apaisé, ça m'a canalisé. C'est une forme de thérapie, alors c'est bien, oui. Thérapie, j'aime pas trop le terme, mais ça m'a aidé, si tu veux, à m'ouvrir justement plus sur le monde. Ça m'a apaisé, tu vois. Et pour moi, la critique de cinéma, ça doit permettre de s'intéresser à des choses auxquelles tu ne t'intéresses pas forcément, ou t'aider à voir, ou à t'inciter surtout à voir des choses qui ne te semblent pas forcément évidents ou qui ne te sautent pas au visage, et donc mieux comprendre une œuvre, et donc mieux comprendre le monde dans lequel Oui, moi je suis critique de cinéma aussi, mais j'ai pas la même analyse. Disons que c'est pas fait pour me calmer. En fait, je suis quelquefois quand même, j'en parle souvent avec Lucien Logette, le rédacteur en chef de Jeune Cinéma, parce que on est face à un maelstrom de films toutes les semaines, et nous sommes sans cesse, on va pas dire harcelés, c'est pas gentil, mais sollicités par les attachés de presse, et j'ai ce film-ci, et j'ai ce film-là. Alors, si on devait aller voir tous les films qui sortent, mais ma parole, on ne dormirait pas, c'est qu'en plus de les avoir vus, c'est pas désagréable de voir des films, même si on les voit en ligne chez soi, parce qu'on peut pas se déplacer partout, il y a quand même le fait que il faut un peu les comprendre, les analyser et surtout écrire. Oui. Moi, je sais pas toi, mais quand j'écris un texte sur un film, bon, déjà, j'ai passé 2 heures à le voir, je ne compte pas les transports pour me déplacer sur les champs, revenir. Ensuite, je dois penser. Alors, je pense peut-être pas vite, mais bon, j'y pense. Et après, j'écris. Donc, je passe pour chaque article minimum 10 heures
si c'est pas plus. Moi, une douzaine. Enfin bref, on va pas faire le concours de savoir celui qui passe le plus de temps, mais on passe un certain temps, comme dirait Pagnol. Bien sûr, on s'investit. Mais alors, voilà, mais moi je me dis, bon, on a peut-être raté avec tous les films qu'on voit, moi, que je vois toutes les semaines, je dis peut-être que pendant que je vois ces 10 films-là ou ces 15 films-là, peut-être qu'il y en a un qui est génial que j'ai pas vu, ou que je ne verrai jamais. Donc c'est sans fin. Moi j'ai l'impression que c'est un petit peu... voilà, que le mythe de Sisyphe, quoi, c'est sans fin. Là, tu poses la question de la quantité de films. D'ailleurs, quand je rebondis, c'est un peu normal, en fait, d'avoir une multiplication des revues ou en tout cas des sites spécialisés, puisqu'il y a une multiplication des films, que ce soit des films français ou des films européens, peut-être, je pense. Mais là, c'est ça, c'est aussi ça l'intérêt de la critique de cinéma. Oui, là, oui, on ouvre n'importe lequel. Ceux-là sont pas de ce mois-ci, celui-là non plus. Mais on ouvre n'importe lequel et c'est les mêmes films qui sont là. Et je réagis sur notre cher réalisateur Alain Chaîne. Merci encore de nous inviter pour faire ces débats. C'est vrai qu'en réalité, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de revues, mais qui parlent des mêmes films. Il y a beaucoup de petits films, même pas de petits films, de films pas forcément connus, qui sont excellents, mais dont on ne parle pas. C'est bien ce que je dis. Et d'ailleurs, c'est aussi ça le rôle de la critique. À mon sens, c'est avec la quantité de films qu'il y a, c'est de faire le tri parmi tous ces films et d'essayer de pointer, tiens, celui-là, il est bien, par exemple. Vous pourriez aller le voir plutôt celui-là. Donc, quelque part, la multiplication des films donne un rôle accru aux critiques qui doivent aller voir, enfin, qui doivent, eux, se les farder, tous ces films. Et quand je dis farder, c'est que des fois, il y en a, on se dit, ils ont eu beaucoup de budget pour dire quelque chose de... bref. Alors, moi, par exemple, pour rebondir sur ce que tu dis et sur ce que disait en off Alain Chaîne, en fait, quand je rencontre des collègues là, des projections de presse, ils sont toujours en train de se dire j'ai vu machin, j'ai vu le truc. Moi, ça me donne quand même une idée de l'infini et ça me donne un peu le tournis. Parce que en tant que critique, il faut qu'on aille voir un film géorgien dont personne ne parlera et n'a jamais entendu parler, mais en même temps le Mickey 17 par exemple, parce qu'il y a Robert Pattinson. Et j'ai l'impression que moi, je m'y connais un petit peu en cinéma quand même, mais j'ai l'impression que je suis trop un petit nain, que je ne vais pas avoir ni la capacité de me concentrer sur tout ça, ni la mémoire pour retenir tout. Voilà, j'ai une impression quand même de saturation. Mais là, pour une autre question que nous avait posée Alain Chaîne, il faudra quand même qu'on en parle, c'est que j'avais l'impression qu'il disait qu'il y avait plus de revues papier qu'autrefois. Moi, hier, pour acheter ça, et puis je ne sais pas trop quoi, je suis allé dans un kiosque, j'ai dit où est le rayon cinéma. C'était ça, hein, il n'y en avait pas beaucoup en fait. Hein. Il y a les cahiers positifs, première, je sais pas. Ça dépend où, hein. Tu vas à la librairie du cinéma. Oui, mais là c'est pas pareil. Oui, mais c'est aussi des revues de cinéma. C'est aussi des revues de cinéma, mais dont des revues de cinéma, mais qui sont pas connues. Mais la plupart, moi je dirais que ça existe. La plupart des étudiants, ils vont pas aller acheter ils vont pas aller acheter. Vous vous rendez compte déjà première, ça coûte 5,90 €. Il y a quand même le facteur friqueur. 3 couleurs, c'est gratuit. Ça, je sais pas. Au numéro, c'est 12 € aussi. Les positifs et les cahiers aussi. Déjà, t'as un mois de loyer si tu achètes tout ça tous les mois. Je rigole, pas un mois de loyer, mais bien 4 repas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a par exemple un site qui s'appelle, tout le monde connaît, c'est Allociné. Oui. Et quelquefois, quand je parle avec des gens, ils me disent « Ah j'ai lu la critique ». En fait, ce qu'ils appellent la critique, c'est les avis des spectateurs. Ça, Allociné, ils ont induit ça dans l'esprit des gens, c'est que il peut y avoir un mélange de critiques. Alors, ils ont recopié, je ne sais pas ce que disait machine sur des trucs mainstream. Et à côté, on a le spectateur lambda de Trifouilly-les-Oies ou de Paris 14e qui donne son avis. Mais il est au même... je ne dis pas que les critiques, nous sommes au-dessus de la mêlée. Hein. C'est différent. Mais disons que les uns, c'est leur métier. Certains sont même payés pour ça. D'autres, très peu. Et puis, il y a le spectateur. Alors, le spectateur, c'est sûr que quand on voit un film, des fois, on est ébloui, on dit c'est merveilleux, mais on n'a pas les arguments pour expliquer. Le critique de cinéma a un bagage que ne doit pas avoir que ne doit pas avoir. Tant mieux s'il l'a, mais que n'a peut-être pas le spectateur lambda. C'est ce qui fait de lui un critique de cinéma professionnel. Tiens, voilà un critique qui passe là. C'est Yves Allion.
D'accord. Moi, alors, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais sur Allociné, ce qui est rigolo, c'est que s'ils veulent, ils peuvent désactiver aussi les critiques spectateurs. Par exemple, et ça, en fait, par exemple, il y a dernièrement ce qui s'est passé, je ne sais plus pour quel film déjà, comment il s'appelle, Toutes pour une. Oui, oh là là. Un vrai film woke. Faut arrêter arrêter les âneries. Je sais qu'il y en a qui disent que ça n'existe pas, mais si. En fait, il y a eu tellement de critiques négatives qu'ils ont suspendu la critique des spectateurs, je dis bien. Pas que des spectateurs là pour le coup, mais quand même, qu'ils ont suspendu la notation. Tout le monde critiquait tout le monde le désormais. Et il disait, c'est ce qu'on appelle le review bombing, c'est-à-dire que par idéologie ou fascisme ou extrême droite, les spectateurs défonçaient le film. C'était pas le seul d'ailleurs dans ce genre. Il y avait Monsieur le Maire qui était bien gratiné aussi. Et donc, quelque part, aujourd'hui, ce système justement dont tu parles est en crise parce que comme eux aussi, ils véhiculent une certaine idéologie à Allociné ou sont assez politisés. Quand on politise trop, on voit de la politique partout, y compris dans les notes des spectateurs. Tu vois Oui, en fait, il ne s'agit pas vraiment de politique là. C'est une forme de censure. Non, mais il faut arrêter avec cette société clivée là, woke pas woke, droite gauche. Là, je crois que malheureusement, c'est les limites de notre civilisation et de notre démocratie. Moi, parce qu'on peut très bien détester un film comme Ces mousquetaires féminines et ne pas être d'extrême droite. C'est cet amalgame qui est pénible. Je ne l'ai pas vu, mais il y en a certaines critiques en qui j'ai confiance qui l'ont vu, qui ont dit qu'ils l'ont un peu massacré. Il y a de quoi le massacrer parce que c'est fait de parti pris, ça n'a ni queue ni tête. Bon, mais ce qui est ennuyeux, je suis désolé. Ce qui est ennuyeux, c'est pas défendable. C'est qu'il y en a certains qui, pour défendre ce film, disaient si vous n'aimez pas ce film, c'est que vous êtes quelqu'un d'extrême droite. Oui, non, mais ça c'est simpliste en fait. C'est des arguments qui font que la gauche est en perte de vitesse. C'est complètement ridicule. Voilà, on peut avoir des nuances dans sa pensée parce que là c'est la pensée binaire. Alors ils sont contre le binaire quand il s'agit de sexualité, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois fille et garçon ou garçon sans fille, enfin je sais pas trop quoi. Alors que là dans l'idéologie, c'est comme ça. C'est manichéen. Si tu es pas comme ceci, tu es de l'extrême droite. Ou si tu es pas comme ceci, tu es raciste. Voilà. Non, c'est une pensée qui est simpliste, qui est limitée. La pensée, moi je me souviens quand on achetait le journal, excuse-moi, là je viens de te couper, mais je te rends la parole tout de suite. Quand on discutait du film, on n'était pas nécessairement d'accord, mais c'est pas parce que quelqu'un disait, moi ce film-là, je le trouve ceci ou cela, qu'on se faisait traiter peut-être de réactionnaire, mais ça c'était sur le plan de l'idéologie politique. Mais au niveau du cinéma, on peut avoir des nuances. Oui. Moi, ça me rappelle Charles Tesson, que j'avais eu comme prof à Paris 3. Il disait, moi, j'allais dans ce secteur voir ces films, dans ces cinémas-là. Bon, c'était tenu par des fascistes, mais c'était des bons cinéphiles. Donc, on allait voir les films. Voilà. Cette dimension-là a un peu périclité, je trouve. Mais en fait, moi, si tu veux, je pense que par rapport à cette question d'Internet, des revues, de la politisation et ainsi de suite, c'est allé tellement loin dans la radicalité que quelque part, à l'avenir, même si ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça va d'autant plus renforcer le rôle de critique, parce qu'il y a une telle radicalité, une telle censure en fait qui est en train de s'installer sur Internet. Tu vois, il y a une telle langue de bois qui est en train de s'installer sur Internet qu'au final, ce ne sera plus un espace, ça n'est déjà plus en réalité un espace de liberté où tu peux dire ce que tu veux. Parce que si jamais tu dis ça, c'est que tu légitimes cette autre pensée ou ainsi de suite. Puis, sur Internet, il y a quand même les haters qui vont venir t'insulter, te dire... Alors, du coup, les gens, ils ont pu s'exprimer. C'est un peu comme le numérique et la pellicule. Aujourd'hui, tu vois, avec l'intelligence artificielle, tu peux de plus en plus, si ça va augmenter à l'avenir, tromper l'image, c'est une image complètement fausse mais qui a l'air réaliste. Après, on saura plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Alors que quand tu filmes en pellicule ou que tu fais de la photo en pellicule, tu peux montrer tes négatifs. Peut-être qu'à l'avenir, tu auras des super technologies où tu pourras reproduire une pellicule ou je ne sais quoi. À mon avis, c'est pas près d'arriver, mais en plus, ça devra coûter beaucoup d'argent. Tu vois, quelque part, ça va tellement loin dans la manipulation, si tu veux, Internet, qu'au final, il y a une espèce de boucle qui va se faire, je pense, et qu'on en reviendra aux critiques de cinéma, à la pellicule, même si ce sera différent, aux revues, justement, qui au moins, on sait que c'est des humains qu'il y a derrière, quoi. Tu vois, c'est ça qui importe, je pense, au final, dans la revue. Dans la revue, tu sais que ce sont des êtres humains qui écrivent, qui ont leurs failles. Peut-être, parce qu'avec l'intelligence artificielle, on ne sait pas. Ouais.
C'est dommage. Est-ce que tu as fait l'expérience, par exemple, encore faut-il que l'intelligence artificielle, de toute façon, c'est pas une intelligence, c'est des agrégateurs. Mettons, si je lui dis, bonjour, monsieur machin GPT là. Est-ce que tu peux m'écrire quelque chose sur... Allez, je vais reprendre mon fameux Parthénope. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce qu'il a écrit machin, machine. Il va me faire un truc. Il paraît que pour c'est une expérience, j'aimerais la faire en direct. Il paraît que pour Francis Ford Coppola, alors c'est pas lui, hein, mais le distributeur de Coppola pour Megalopolis, voulait montrer, parce que comme il avait eu j'ai bien aimé le film, il y avait eu des revues négatives, donc Megalopolis. Beaucoup. Du coup, pour faire la bande-annonce à enquiquiner le distributeur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu montrer que les critiques étaient négatifs avec les anciens films de Coppola, et apparemment, il a pris des faux extraits générés par intelligence artificielle de critiques du Parrain, d'Apocalypse Now ou que sais-je, pour les mettre dans la bande-annonce, pour montrer qu'à l'époque, les critiques disaient ça, mais en fait, ils se trompaient. Tu vois, c'est déjà... Ça, c'est pas vrai, mais... Enfin, c'est pas vrai, c'est peut-être pas ton anecdote. Non. Mais c'est pas possible qu'on mente comme ça, c'est pas normal. Il s'est fait tomber dessus. Mais c'est de la fausse information, c'est scandaleux. Oui. Mais bon, moi, je pense que on peut très bien... Alors, est-ce qu'on peut faire l'expérience, là, par exemple? Non, pitié. Non, hors caméra, parce que je déteste ça, ChatGPT, mais vraiment, ça me... Mais c'est pour faire une expérience. Bon, il veut pas. Pitié. Non, voilà. mais pourquoi? Parce que ça m'oppresse, en fait. Moi, les réseaux sociaux, Internet, je n'aime pas ça. C'est pratique, c'est utile, le numérique, hein, je dis pas, c'est un bon outil, mais on vit dans une société où c'est partout. On a perdu beaucoup de manières d'être, de manières de vivre à cause de ça. On va en perdre encore avec ChatGPT, même s'ils disent, oui, on va réguler mon œil. Et donc, là, pour ce moment, j'ai envie qu'on ne parle pas d'intelligence artificielle, qu'on reste entre êtres humains, tu vois. Voilà. Bon. Voilà. Mais qu'est-ce qui te dit que je suis un être humain? Peut-être que je suis cloné. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que comme dans Matrix, nous sommes tous reliés. Mais bien sûr. Maintenant, on ne sait plus. Par exemple, qui te fait dire que je suis un critique de cinéma? Est-ce que tu as des preuves? Est-ce que c'est qui nous dit que la Terre est ronde et qu'on a marché sur la Lune? Et qui nous dit que nous sommes vivants? On est peut-être dans le rêve d'un extraterrestre. Descartes avait raison. On est peut-être dans un jeu vidéo. Bon, alors on va terminer là-dessus. Oui. On est peut-être face à des... Peut-être que c'est des illusions. Peut-être que nous sommes réels, mais que vous n'existez pas. Attention. Alors, parmi ces tu choisirais laquelle? Jeune Cinéma, c'est pour laquelle toi et moi nous écrivons. Bien sûr. Mais oui, mais ça, c'est pas très objectif. Essayez Jeune Cinéma. C'est une bonne revue. Vraiment, essayez, s'il vous plaît, parce que c'est une bonne revue. Très bien. Merci. Voilà.